Crois-tu que tu as de véritables amis? Des personnes qui se soucient vraiment de toi, sans motif caché? Carl Jung, révolutionnaire. Ce psychiatre suisse a fait une découverte qui pourrait ébranler tout ce que tu penses des relations humaines. Il a révélé une vérité sombre. Derrière chaque sourire apparemment sincère, se cache une réalité psychologique bien plus complexe et troublante. Jung a dévoilé que nous portons tous en nous des aspects cachés de notre personnalité, des impulsions, des désirs et des motivations que nous ne reconnaissons même pas en nous-mêmes. Il a découvert que nous portons constamment des masques sociaux qu'il a appelés personas et que l'intimité humaine véritable est presque impossible lorsque nous ne connaissons pas pleinement nos propres aspects d'ombre. Combien de fois as-tu été trahi par quelqu'un en qui tu avais une confiance aveugle? Combien de fois as-tu découvert que cette personne spéciale avait des motivations égoïstes? Ce n'était pas un hasard. Jung a décrit les mécanismes psychologiques qui rendent l'amitié véritable extrêmement rare. Prépare-toi à une révélation troublante sur la nature humaine, qui pourrait changer à jamais la manière dont tu perçois tes relations. Première, la personne. Le masque que nous portons tous. Imagine cette situation. Chaque matin, en te réveillant, avant de sortir de chez toi, tu mets un masque invisible. Ce masque n'est pas fait de plastique ou de tissu. Il est créé à partir des attentes, des normes sociales et du besoin désespéré d'être accepté. Carl Jung a appelé ce déguisement psychologique la persona, et il a découvert quelque chose d'effrayant. La plupart des gens ne retirent jamais ce masque, même lorsqu'ils sont seuls. Jung a tiré le terme « persona » du mot latin désignant les masques portés par les acteurs dans le théâtre antique. Mais contrairement aux masques théâtraux que les acteurs retirent après la représentation, nos personas psychologiques deviennent si profondément enracinés que nous oublions que nous les portons. Nous devenons le masque, et le masque devient nous. C'est à ce moment-là que l'illusion de l'amitié commence à s'effriter. Pense maintenant à tes relations les plus proches. Combien de ce que tu montres à ces personnes est authentiquement toi? Et combien est une version soigneusement choisie, conçue pour maintenir leur approbation? Jung a observé que nous construisons différentes personas pour différents contextes sociaux. Un masque professionnel au travail, un masque d'amour avec la famille, un masque de divertissement avec les amis. Mais voici la réalité choquante. Si tu portes toujours un masque, comment quelqu'un peut-il vraiment te connaître? Et s'ils ne te connaissent pas, comment peuvent-ils vraiment être ton ami? La personne remplit une fonction évolutive clé. Elle nous aide à naviguer dans les hiérarchies sociales complexes, à éviter les conflits et à maintenir la cohésion du groupe. Cependant, Jung avertissait que lorsque la persona devient trop rigide ou dominante, elle crée ce qu'il appelait une inflation de la persona, un état où nous nous identifions tellement à notre masque social que nous perdons le contact avec notre moi authentique. C'est alors que les relations deviennent transactionnelles, plutôt qu'authentiques. Pense à un collègue qui semble toujours joyeux et serviable au travail. Il rit à chaque blague, se porte volontaire pour des projets supplémentaires et semble sincèrement intéressé par les plans de week-end de tout le monde. Mais Jung se demandait, que cache cette constante amabilité? Quels aspects de leur personnalité répriment-ils pour maintenir cette façade plaisante? La réponse est souvent inconfortable. Irritation, jugement, jalousie ou simplement l'épuisement de devoir constamment performer. L'aspect le plus troublant de la persona est à quel point elle devient inconsciente. Nous ne choisissons pas délibérément de mettre un masque chaque matin. Nous entrons automatiquement dans ce rôle. Une mère peut réprimer sa frustration pour paraître attentionnée. Un leader peut cacher son insécurité pour montrer de la confiance. Un ami peut masquer sa rivalité pour sembler soutenir. Ce ne sont pas nécessairement des actes de tromperie. Souvent, les gens croient sincèrement qu'ils sont authentiques, tout en filtrant inconsciemment leur expression à travers leur persona. Jung a observé que la persona crée une barrière fondamentale à l'intimité. Lorsque deux personas interagissent, il n'y a pas de véritable connexion. Ce n'est qu'une danse d'attente sociale. La véritable amitié exige ce que Jung appelait une rencontre authentique, où les gens prennent le risque de montrer leur moi sans masque,
Mais cela arrive rarement, car retirer la persona semble dangereux. Sans masque protecteur, nous craignons le rejet, le jugement ou l'abandon. La tragédie des relations basées sur les personas est leur superficialité déguisée en profondeur. Les gens peuvent passer des décennies ensemble en tant qu'amis, partenaires ou membres de la famille, sans jamais vraiment se connaître au-delà de leurs masques sociaux. Ils interagissent avec leur persona et non avec leur moi authentique, créant une illusion de proximité tout en maintenant une distance émotionnelle. Jung a découvert que la persona sert également de mécanisme de défense contre nos propres aspects d'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître. En construisant une persona qui incarne notre moi idéalisé, nous pouvons rejeter les traits qui nous mettent mal à l'aise. La personne toujours positive n'a pas à affronter son cynisme. La personne toujours forte peut éviter sa vulnérabilité. L'ami toujours généreux peut ignorer son égoïsme. Ce mécanisme psychologique a des implications profondes pour l'amitié. Si quelqu'un ne peut pas reconnaître ses propres aspects sombres, comment peut-il vraiment accepter ses traits chez les autres? Jung affirmait que les relations authentiques exigent l'intégration des aspects lumineux et sombres de la personnalité. Mais la plupart des gens sont tellement investis dans le maintien de leur persona qu'ils attendent inconsciemment des autres qu'ils fassent de même. La personne crée également ce que Jung appelait une tromperie mutuelle dans les relations. Les deux parties présentent des versions idéalisées d'elles-mêmes, tout en nourrissant secrètement l'attente que l'autre maintienne également son masque. Lorsqu'un moi authentique commence à émerger, peut-être en exprimant de la colère, de la vulnérabilité ou de l'égoïsme, cela peut menacer toute la dynamique de la relation, car cela remet en question l'accord implicite de maintenir les personas intacts. Peut-être l'aspect le plus troublant est la manière dont la persona peut devenir addictive. L'acceptation sociale que nous recevons pour notre comportement masqué renforce ce schéma, rendant de plus en plus difficile le risque d'une expression authentique. Nous devenons dépendants de l'approbation que nous recevons pour nos performances, même si cette approbation n'est pas vraiment pour nous. Elle concerne notre image soigneusement construite. Jung avertissait que vivre principalement à travers la persona conduit à ce qu'il appelait un vide spirituel, un sentiment de déconnexion de notre moi authentique et des autres. La performance constante devient épuisante, mais nous ne pouvons pas imaginer vivre sans elle. C'est pourquoi tant de gens rapportent qu'ils se sentent si seuls, même entourés d'amis. Ils sont entourés de personnes interagissant avec d'autres personas, créant l'apparence d'un lien sans sa substance. Les implications sont profondes. Si nous portons tous des masques et ne connaissons que les masques des autres, la véritable amitié devient presque impossible. Nous ne nous lions pas d'amitié avec des personnes. Nous nous lions d'amitié avec leurs performances. Et ils ne sont pas nos amis. Ils sont les amis de notre propre performance. La compréhension de la persona ne signifie pas que nous devrions abandonner toute courtoisie sociale ou comportement approprié. Jung prônait ce qu'il appelait une utilisation consciente de la persona. Être conscient de quand nous utilisons des masques sociaux et faire des choix délibérés sur quand et comment le faire. L'objectif n'est pas d'éliminer la persona, mais d'éviter d'être consumé par elle, en maintenant une connexion avec notre moi authentique, tout en naviguant dans la réalité sociale. Cette prise de conscience devient la première étape vers une relation authentique. Reconnaître que nous-mêmes et les autres sommes bien plus complexes que les masques que nous présentons, et que la véritable intimité exige le courage de laisser ces masques glisser de temps en temps, révélant l'être humain désordonné, compliqué, mais finalement plus authentique en dessous. Deuxième, l'ombre. La face que nous nions. Chaque être humain porte en lui un passager sombre, un ensemble caché de traits, d'impulsions et de désirs qu'il refuse d'admettre. Carl Jung a appelé ce phénomène psychologique le « ombre », et ses recherches ont révélé une vérité troublante. Les traits que nous nions le plus farouchement en nous-mêmes sont souvent ceux qui dirigent secrètement notre comportement. Plus choquant encore, ces aspects sombres sabotent directement notre capacité à former de véritables amitiés.
car nous ne pouvons pas vraiment nous connecter avec les autres lorsque nous fuyons activement des parties de nous-mêmes. Jung a découvert l'ombre à travers des années d'observation clinique et de sa propre auto-analyse douloureuse. Il a remarqué que ses patients projetèrent systématiquement leurs traits refoulés sur les autres, voyant dans leurs amis et ennemis les mêmes traits qu'ils ne pouvaient supporter de reconnaître en eux-mêmes. Une personne qui se vante de son honnêteté peut être inconsciemment manipulatrice. Une personne qui semble infiniment généreuse peut nourrir un profond ressentiment pour avoir toujours donné. Un ami qui semble éternellement positif peut réprimer un océan de rage. L'ombre ne se limite pas à nos mauvais traits. Elle englobe tout ce qui ne correspond pas à notre image idéalisée de nous-mêmes, y compris les traits positifs que nous avons appris à réprimer, les émotions négatives que nous avons appris à cacher et les impulsions naturelles que nous avons été conditionnés à nier. Une personne élevée pour être toujours altruiste peut refouler son intérêt personnel sain. Quelqu'un qui a été enseigné à être constamment fort peut rejeter son besoin de réconfort et de soutien. Ce qui rend l'ombre particulièrement insidieuse dans les relations, c'est la manière dont elle opère inconsciemment. Nous ne choisissons pas consciemment de réprimer ces aspects de nous-mêmes. La répression se produit automatiquement, comme un mécanisme de protection. Cependant, Jung avertissait que ce que nous ne revendiquons pas en nous-mêmes, nous le projetons inévitablement sur les autres, ce qui entraîne des distorsions fondamentales dans la manière dont nous percevons et interagissons avec les gens. Pense à un ami qui critique constamment les autres pour être faux ou en quête d'attention. Jung suggérerait d'examiner si cette personne nie peut-être son propre besoin de validation ou ses propres comportements performatifs. Une personne qui s'irrite irrationnellement contre les gens égoïstes peut lutter contre son propre égoïsme refoulé. Nous sommes le plus déclenchés par les traits des autres que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Ce mécanisme de projection détruit l'amitié authentique, car nous ne voyons pas clairement les autres personnes. Nous les voyons à travers la lentille déformée de nos propres projections psychologiques. Nous pouvons être attirés par quelqu'un parce qu'il exprime des traits que nous avons cachés en nous, créant une attraction inconsciente. Inversement, nous pouvons ressentir une aversion inexplicable pour quelqu'un qui reflète nos traits refoulés, les percevant comme menaçants ou repoussants. Jung a observé que l'ombre émerge souvent dans des moments de stress, de fatigue ou d'intensité émotionnelle, lorsque notre contrôle conscient s'affaiblit. Une personne toujours aimable peut soudainement exploser avec une cruauté inattendue. Une personne toujours responsable peut agir avec une légèreté choquante. Un ami qui ne montre jamais de vulnérabilité peut s'effondrer avec une intensité émotionnelle dramatique. Ce ne sont pas des aberrations, mais des éclairs de l'ombre qui percent nos défenses conscientes. L'ombre se manifeste également dans nos rêves, nos fantasmes et les traits que nous admirons ou méprisons secrètement chez les autres. Jung encourageait les gens à prêter attention à leurs réactions émotionnelles, les plus fortes envers autrui, car elles pointent souvent directement vers le matériel de l'ombre. Les célébrités dont nous sommes obsédés, les personnes que nous détestons irrationnellement, les traits que nous trouvons les plus attirants ou repoussants, tout cela fournit des indices sur ce que nous avons refoulé en nous-mêmes. Dans l'amitié, l'ombre crée ce que Jung appelait des contrats inconscients. Nous recherchons inconsciemment des relations qui nous permettent de maintenir notre image de soi tout en vivant par procuration notre ombre à travers les autres. Un ami sage peut inconsciemment encourager son ami rebelle à agir, exprimant par procuration les traits qu'il a refoulés en lui-même. Une personne rationnelle peut être attirée par des amis très émotionnels, vivant ses sentiments à travers eux, tout en maintenant son identité de personne logique et contrôlée. Cette dynamique de l'ombre crée des relations instables et, en fin de compte, inauthentiques. Lorsque nous utilisons nos amis pour exprimer nos traits refoulés, nous ne les voyons pas ni ne les acceptons vraiment en tant qu'individus. Nous les utilisons comme des dépôts psychologiques pour les parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas intégrer, créant une forme de parasitisme émotionnel déguisé en amitié. Jung a découvert que l'ombre contient non seulement des traits négatifs, mais aussi des traits positifs que nous avons appris à réprimer. Une personne élevée dans une famille qui valorisait la modestie peut refouler sa confiance naturelle et son charisme.
Quelqu'un qui a été enseigné que l'intelligence est menaçante peut nier ses capacités intellectuelles. Ces aspects de l'ombre dorée représentent un potentiel inexploité, mais leur déni crée un sentiment intérieur de vide et d'inadéquation qui affecte toutes les relations. L'ombre englobe également ce que Jung appelait les aspects primitifs de la nature humaine. Les pulsions fondamentales de pouvoir, de sexualité, d'agressivité et de survie que la société civilisée nous enseigne à réprimer. Mais nier ces aspects fondamentaux de la nature humaine ne les élimine pas. Cela les repousse dans l'ombre, où ils influencent le comportement de manière inconsciente et souvent destructrice. Une personne qui nie ses impulsions agressives peut les exprimer par une agressivité passive ou choisir inconsciemment des relations avec des partenaires agressifs. Peut-être l'aspect le plus troublant est la manière dont l'ombre affecte notre capacité à une intimité véritable. Une véritable proximité exige ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre, la capacité de reconnaître et d'accepter la pleine complexité de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Mais la plupart des gens sont tellement investis dans le maintien de leur image idéalisée qu'ils ne peuvent qu'y pas risquer la vulnérabilité requise pour une connexion authentique. Ils ne présentent n'un que leurs traits acceptables, essayant désespérément de cacher ou de nier tout le reste. Cela crée des relations construites sur une tromperie mutuelle et une auto-tromperie. Nous ne montrons aux autres que les parties de nous-mêmes que nous considérons comme dignes d'amour, tout en craignant secrètement que s'ils voyaient dans nos aspects sombres, ils nous rejetteraient. En même temps, nous échouons souvent à accepter véritablement les autres, car nous attendons inconsciemment qu'ils maintiennent le même niveau d'auto-tromperie que nous entretenons envers nous-mêmes. Jung affirmait que travailler avec l'ombre, le processus de reconnaissance, d'acceptation et d'intégration de nos traits refoulés, est essentiel pour la santé psychologique et les relations authentiques. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion ou abandonner ses principes moraux, mais développer une conscience consciente de notre pleine complexité et apprendre à interagir avec les autres depuis cet espace d'intégration totale, plutôt que depuis une perspective fragmentée d'aspects refoulés. L'ombre révèle également pourquoi tant d'amitiés ne survivent pas aux grands changements de vie ou aux crises. Lorsque la pression extérieure augmente, nos aspects sombres sont plus susceptibles d'émerger, remettant en question les images soigneusement entretenues que nous présentions à nos amis. Un ami qui semblait infiniment soutenant peut révéler sa capacité à juger lorsque nous faisons face à des problèmes. Une personne qui semblait forte et stable peut devenir exigeante et nécessiteuse pendant ses propres difficultés. Ce ne sont pas des trahisons, mais des révélations de la complexité humaine qui était toujours présente, mais cachée. Comprendre l'ombre explique pourquoi l'amitié véritable est si rare et difficile. Elle exige du courage pour affronter ses propres traits refoulés et de la maturité pour accepter la pleine complexité des autres. La plupart des gens manquent à soit de la conscience de soi pour reconnaître leur ombre, soit de la résilience émotionnelle pour maintenir des relations avec des personnes qui révèlent occasionnellement leurs aspects moins idéalisés. L'exploration de l'ombre par Jung révèle un défi fondamental dans les relations humaines. Comment pouvons-nous vraiment connaître et accepter les autres si nous ne nous connaissons pas et ne nous acceptons pas nous-mêmes? L'ombre représente tout ce que nous avons décidé d'être inacceptable dans l'être humain. Mais tant que nous n'aurons pas récupéré ces parties refoulées de nous-mêmes, nos relations resteront des performances superficielles plutôt que des rencontres authentiques entre êtres humains complets. Troisième, l'inconscient collectif. Pourquoi nous agissons comme tout le monde? Voici une observation troublante découverte par Carl Jung. Penses-tu que tes pensées t'appartiennent? Ce n'est pas le cas. Tes désirs, tes peurs, tes réactions et même tes croyances les plus profondes sont largement programmées par des forces psychologiques invisibles que Jung a appelées l'inconscient collectif. Cette découverte a brisé l'illusion de l'autonomie individuelle et révélé pourquoi l'amitié authentique est presque impossible. Nous ne nous relions pas vraiment à des individus uniques, mais à des ensembles ambulants de schémas psychologiques partagés qui se déguisent en personnalité. Le concept de l'inconscient collectif de Jung
est né de ces observations que certains symboles, mythes et schémas comportementaux apparaissent dans toutes les cultures et à travers l'histoire, malgré l'absence de transmission culturelle directe. Il a réalisé qu'au-dessous de notre inconscient personnel se trouve une couche plus profonde de contenu psychologique partagé qui influence chaque être humain. Ce n'est pas un comportement appris, c'est une structure psychologique héritée, comme avoir des yeux bruns ou être droitier. L'inconscient collectif opère à travers ce que Jung appelait des archétypes, des schémas universels de l'expérience humaine qui façonnent la manière dont nous percevons, ressentons et agissons. Ces archétypes incluent la mère, le héros, le trickster, le sage, l'ombre et des dizaines d'autres. Ce qui rend cette découverte si troublante, c'est que lorsque ces archétypes s'activent dans notre psyché, nous perdons notre agentivité individuelle et commençons à jouer des scripts psychologiques anciens. Pense à tes amitiés les plus proches. Dans quelle mesure tes interactions suivent-elles des schémas prévisibles? L'ami qui joue toujours le rôle du sauveur, celui qui a constamment besoin d'être sauvé, la personne qui sert d'animateur du groupe, celle qui adopte le rôle du conseiller sage, ce ne sont pas des traits de personnalité uniques. Ce sont des rôles archétypaux que les gens adoptent inconsciemment, et Jung a découvert que nous choisissons souvent nos amis en fonction de la manière dont ils complètent nos propres schémas archétypaux, plutôt que de les apprécier en tant qu'individus uniques. L'inconscient collectif explique pourquoi les groupes d'amis développent là souvent une dynamique similaire, indépendamment des individus spécifiques impliqués. Il y a généralement quelqu'un qui devient le bouc émissaire, quelqu'un qui émerge comme le leader, quelqu'un qui joue le rôle de médiateur et quelqu'un qui sert de rebelle. Ces rôles ne sont pas assignés consciemment. Ils émergent automatiquement lorsque l'inconscient collectif organise le comportement du groupe selon des schémas anciens. Jung a observé que l'inconscient collectif devient particulièrement actif en temps de stress, d'incertitude ou de transition. Lorsque les gens se sentent menacés ou désorientés, ils se replient sur des schémas archétypaux qui semblent familiers et sûrs. C'est pourquoi les situations de crise révèlent à elles souvent la superficialité de nombreuses amitiés. Les gens abandonnent leurs réponses individuelles et reviennent à des schémas collectifs qui peuvent ne pas correspondre à leurs relations personnelles. Considère comment les gens se comportent pendant les mouvements sociaux, les bouleversements politiques ou les changements culturels. Jung a remarqué que des individus qui semblaient uniques et indépendants commencent soudainement à penser, ressentir et agir de manière étonnamment similaire. Leur langage devient identique, leurs réactions émotionnelles se reflètent les unes les autres et leurs comportements suivent des schémas prévisibles. Ils croient exprimer leur moi authentique, mais en réalité, ils sont possédés par des forces psychologiques collectives. Cette possession archétypale crée ce que Jung appelait une inflation psychologique, un état où les gens perdent le contact avec leur identité individuelle et s'identifient à des schémas collectifs. Une personne absorbée par un mouvement politique peut perdre sa capacité à penser de manière nuancée, voyant le monde uniquement à travers le prisme archétypal du bien contre le mal. Une personne obsédée par une relation amoureuse peut être possédée par le schéma archétypal de l'amant, perdant son jugement indépendant et ses limites personnelles. Dans les amitiés, la possession archétypale se manifeste lorsque les gens se placent inconsciemment dans des rôles prédéfinis. Une personne qui a toujours besoin de conseils ne cherche pas nécessairement la sagesse. Elle active inconsciemment le schéma archétypal de l'enfant éternel, cherchant une figure parentale. Un ami qui donne toujours des conseils n'est pas nécessairement sage. Il est possédé par le rôle archétypal du sage ou de l'aide magique. Ces schémas semblent naturels et satisfaisants, car ils touchent des structures psychologiques profondes, mais ils empêchent des relations authentiques. Jung a découvert que l'inconscient collectif contient également ce qu'il appelait des complexes culturels, des schémas psychologiques partagés spécifiques à certains groupes, nations ou périodes historiques. Les Américains portent certains schémas psychologiques collectifs qui diffèrent de ceux des Européens ou des Asiatiques. Chaque génération développe ses propres complexes collectifs qui influencent le comportement de manière prévisible.
Ces schémas culturels deviennent si profondément enracinés que les gens les confondent avec des traits de personnalité individuelle. L'inconscient collectif explique pourquoi l'amitié est souvent plus une question de conformisme inconscient que de véritable connexion. Les gens sont attirés par d'autres qui partagent des schémas archétypaux similaires ou qui complètent leur propre rôle psychologique. Mais cette attraction ne repose pas sur l'appréciation des qualités uniques de l'autre personne. Elle repose sur la manière dont ils s'inscrivent dans des modèles psychologiques prédéfinis. Cela crée des relations qui semblent significatives, mais manquent de profondeur authentique. Les amis peuvent passer des années ensemble sans jamais vraiment se voir comme des individus, car ils interagissent à travers le prisme des schémas collectifs. L'ami soutenant, l'ami amusant, l'ami fiable. Ce ne sont pas des descriptions d'êtres humains uniques, mais des rôles archétypaux que les gens adoptent et maintiennent inconsciemment. Jung a observé que l'inconscient collectif devient particulièrement problématique lorsqu'il reste totalement inconscient. Lorsque les gens ne reconnaissent pas ces schémas universels opérant en eux, ils deviennent des marionnettes de forces psychologiques hors de leur conscience. Ils croient faire des choix individuels, mais en réalité, ils suivent des scripts anciens qui façonnent le comportement humain depuis des millénaires. L'inconscient collectif explique également pourquoi la pression des pairs est si puissante et pourquoi les gens abandonnent souvent leurs valeurs pour s'intégrer au groupe. Le besoin d'appartenance s'inscrit dans des schémas archétypaux de survie tribale qui l'emportent sur la conscience individuelle. Les gens trahissent leurs propres principes, voire leurs amis les plus proches, pour maintenir leur position dans le collectif, non pas parce qu'ils sont faibles ou immoraux, mais parce qu'ils sont submergés par des forces psychologiques inconscientes. Peut-être l'aspect le plus troublant est la manière dont l'inconscient collectif influence ce que nous trouvons attirant ou désirable dans les relations. Nos préférences pour certains types de personnalités, traits physiques ou schémas comportementaux sont largement déterminées par des modèles archétypaux et non par un choix individuel. Nous pensons choisir des amis en fonction de la compatibilité personnelle, mais nous choisissons souvent des personnes qui correspondent à des schémas psychologiques prédéfinis activés par l'inconscient collectif. Cela explique pourquoi de nombreuses amitiés suivent des trajectoires prévisibles, indépendamment des individus spécifiques impliqués. L'attraction initiale, la lune de miel, l'émergence des conflits, la déception ou la rupture finale. Ces schémas se répètent car ils ne reposent pas sur des relations individuelles, mais sur une dynamique archétypale jouée à travers des personnalités humaines. Jung affirmait que prendre conscience de l'inconscient collectif est essentiel pour développer des relations authentiques. Cela ne signifie pas rejeter ces schémas universels. Ils font partie de la nature humaine et remplissent des fonctions psychologiques importantes. Cela signifie reconnaître quand nous sommes influencés par des forces collectives et faire des choix conscients sur la manière de réagir. L'inconscient collectif révèle également pourquoi l'individuation authentique, le processus de devenir son moi authentique, est si rare et difficile. La plupart des gens ne se développent jamais au-delà des schémas collectifs qu'ils ont hérités de leur culture, de leur famille et de leur moment historique. Ils confondent la conformité à ces schémas avec l'authenticité, sans jamais réaliser que leur personnalité soi-disant unique est largement un ensemble de modèles psychologiques partagés. Comprendre l'inconscient collectif change la manière dont nous percevons l'amitié et les relations. Il révèle que la plupart de ce que nous considérons comme une connexion personnelle est en réalité une interaction de forces psychologiques impersonnelles. La véritable amitié exige le courage de regarder au-delà de ces schémas collectifs et de se connecter avec l'individu unique qui existe sous les masques archétypaux. Cette prise de conscience explique pourquoi les relations authentiques semblent si rares et précieuses. Elles exigent que deux personnes développent une conscience suffisante pour reconnaître et transcender les schémas collectifs qui régissent habituellement les interactions humaines. Quatrième, la projection. Comment nous blâmons les autres pour nos propres défauts? Carl Jung a fait l'une des découvertes les plus inconfortables sur la psychologie humaine. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont réellement. Nous les voyons contaminés par notre propre matériel psychologique non résolu. Ce mécanisme,
qu'il a appelée la projection, révèle pourquoi l'amitié véritable est presque impossible. Nous déversons constamment sur les autres nos traits refoulés, nos besoins insatisfaits et nos blessures non guéries. Puis nous réagissons à ces projections comme si elles étaient la réalité. En essence, nous entretenons des relations avec des versions déformées des gens, qui existent principalement dans notre propre esprit. La projection fonctionne comme un projecteur de film psychologique, projetant le contenu de notre inconscient sur l'écran de la personnalité des autres. Tout comme un projecteur de film affiche des images qui ne font pas réellement partie de l'écran, nous attribuons aux autres des traits, des motivations et des caractéristiques qui existent principalement dans notre propre psyché. L'aspect le plus troublant est que nous sommes généralement totalement inconscients de ce processus. Nous croyons sincèrement voir les autres clairement, alors qu'en réalité, nous voyons nos propres reflets psychologiques. Jung a découvert que la projection remplit une fonction protectrice pour l'ego. Au lieu de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes, nous localisons inconsciemment ces traits chez les autres. Une personne qui lutte avec la malhonnêteté devient hypersensible à la détection des mensonges chez les autres. Une personne confrontée à son propre égoïsme accuse constamment ses amis d'être égocentriques. Une personne qui refoule ses tendances manipulatrices voit de la manipulation partout autour d'elle. Ce mécanisme psychologique crée ce que Jung appelait des relations projetées. Des connexions basées davantage sur notre dynamique psychologique interne que sur les caractéristiques réelles de l'autre personne. Nous nous lions d'amitié avec des gens qui semblent incarner ce dont nous avons besoin pour guérir ou intégrer en nous-mêmes. Mais nous restons inconscients de cette attraction psychologique. L'attraction semble naturelle et inévitable, mais en réalité, elle est motivée par des tensions internes non résolues, cherchant une résolution externe. Pense à un ami qui t'irrite constamment par son besoin. Jung demanderait ce que cela pourrait déclencher concernant tes propres besoins refoulés de dépendance. Peut-être as-tu appris à réprimer ton propre besoin de soutien et d'attention. Donc, quand quelqu'un d'autre exprime ouvertement ses traits, cela menace tes mécanismes de défense psychologique. Ton irritation n'est pas vraiment liée à leur comportement. Elle concerne ton propre conflit interne avec ses besoins humains naturels. La projection devient particulièrement complexe dans les relations proches, car elle contient souvent à la fois des éléments positifs et négatifs. Nous pouvons projeter notre propre potentiel inexploité sur nos amis, les percevant comme plus talentueux, attirants ou capables qu'ils ne le sont en réalité. Cela crée des attentes irréalistes et une déception inévitable lorsqu'ils ne répondent pas à notre idéalisation projetée. À l'inverse, nous pouvons projeter sur eux nos propres imperfections dont nous avons peur, trouvant constamment des fautes et des critiques là où elles ne sont pas justifiées. Jung a observé que l'intensité de nos réactions émotionnelles envers les autres indique souvent la présence de projections. Lorsque le comportement de quelqu'un déclenche une colère, une attirance, un dégoût ou une fascination disproportionnée, il est probable que nous rencontrions notre propre matériel projeté. Un ami qui doit toujours avoir raison peut porter notre propre insécurité intellectuelle projetée. Une personne que nous considérons comme impossiblement parfaite peut posséder nos propres traits positifs refoulés. Le mécanisme de projection explique pourquoi tant d'amitiés suivent des schémas prévisibles d'idéalisation suivis de déception. Dans la phase initiale, nous projetons nos besoins positifs et notre potentiel non vécu sur l'autre personne, créant un sentiment exagéré de leur qualité merveilleuse. Ils semblent posséder exactement ce que nous recherchions: compréhension, excitation, stabilité ou aventure. Mais comme ces projections ne sont pas basées sur leurs caractéristiques réelles, la réalité finit par s'immiscer. Lorsque la bulle projective éclate, nous basculons souvent dans l'extrême opposé, projetant nos traits négatifs sur la même personne. L'ami qui semblait parfaitement compréhensif devient impossiblement égoïste. La personne qui semblait excitante et spontanée semble maintenant irresponsable et chaotique. Nous n'avons pas découvert de nouvelles informations sur eux. Nous sommes simplement passés d'une projection positive à une projection négative, tout en restant inconscients de notre propre processus psychologique. Jung a découvert que la projection crée ce qu'il appelait une mystique de participation inconsciente, une fusion psychologique
où nous perdons la capacité de nous distinguer des autres. Nous devenons émotionnellement liés à nos amis. Nous sentons responsables de leurs émotions. Prenons leurs problèmes personnellement ou attendons d'eux qu'ils satisfassent nos besoins psychologiques insatisfaits. Ce n'est pas de l'intimité. C'est un enchevêtrement psychologique basé sur une dynamique interne non résolue. Le mécanisme de projection explique également pourquoi nous choisissons souvent des amis qui semblent compléter notre personnalité consciente, alors qu'en réalité, ils reflètent nos conflits inconscients. Une personne qui s'identifie comme rationnelle peut être attirée par des amis très émotionnels, non pas parce que les opposés s'attirent, mais parce qu'elle cherche inconsciemment à se connecter avec sa propre nature émotionnelle refoulée à travers la relation. Elle projette sa fonction émotionnelle refoulée sur son ami, puis l'idéalise pour sa capacité émotionnelle, ou le critique pour être trop sensible. Peut-être l'aspect le plus troublant est la manière dont la projection nous empêche d'aider ou de soutenir véritablement nos amis. Lorsque nous les voyons à travers le prisme de notre propre matériel projeté, nous sommes incapables d'évaluer précisément leurs besoins ou leurs luttes réelles. Nous pouvons donner des conseils qui s'occupent d'essayer de nos propres conflits internes plutôt que de leur situation réelle. Nous pouvons essayer de résoudre en eux des problèmes qui existent principalement dans notre propre psyché. Nous pouvons devenir frustrés lorsqu'ils ne répondent pas à notre aide comme nous l'attendons, sans réaliser que nous nous occupons de nos propres problèmes, pas des leurs. Jung a observé que la projection s'intensifie souvent pendant les périodes de stress personnel ou de transition. Lorsque notre propre équilibre psychologique est menacé, nous cherchons inconsciemment des cibles externes pour notre confusion interne. Un ami traversant un divorce difficile peut soudainement voir de la trahison et de la malhonnêteté partout. Une personne confrontée à une insécurité professionnelle peut devenir excessivement critique des choix professionnels des autres. Une personne confrontée à sa propre mortalité peut devenir obsédée par les décisions de santé et de style de vie des autres. La projection fonctionne également collectivement, créant des projections partagées au sein des groupes d'amis. Un groupe peut inconsciemment désigner un membre pour porter certains traits projetés. Le rebelle, la personne responsable, la victime ou le fauteur de troubles. Ces rôles deviennent rigides et limitants, empêchant les individus d'exprimer leur pleine complexité, tout en servant le besoin inconscient du groupe d'organiser et de contenir le matériel psychologique menaçant. Le mécanisme de projection montre pourquoi l'empathie authentique est si rare. Une véritable empathie exige la capacité de ressentir les expériences émotionnelles réelles d'une autre personne sans les contaminer avec notre propre matériel projeté. Mais la plupart de ce que nous interprétons comme de l'empathie est en réalité une sympathie basée sur la projection. Nous reconnaissons chez les autres des émotions que nous avons nous-mêmes vécues, puis supposons qu'ils ressentent ce que nous ressentirions dans des circonstances similaires. Jung affirmait que reconnaître et retirer les projections est essentiel pour le développement psychologique et les relations authentiques. Ce processus nécessite de développer ce qu'il appelait l'imagination active, la capacité à maintenir la tension psychologique à l'intérieur de soi plutôt que de la projeter inconsciemment sur les autres. Cela signifie prendre la responsabilité de nos propres réactions émotionnelles et examiner ce qu'elles peuvent révéler sur notre état intérieur, plutôt que de supposer immédiatement qu'elles sont causées par le comportement des autres. Retirer les projections est souvent vécu comme une perte ou une déception, car nous devons abandonner les relations fantastiques que nous avons créées pour voir les gens tels qu'ils sont réellement. L'ami que nous avons idéalisé s'avère être un être humain ordinaire. La personne que nous avons diabolisée montre une profondeur et une complexité inattendues. Ce processus peut sembler déstabilisant, car il nous oblige à récupérer l'énergie psychologique que nous avions investie dans les relations projetées et à l'utiliser pour notre propre croissance intérieure. Peut-être le défi le plus difficile est de reconnaître les projections positives, les manières dont nous attribuons aux autres notre propre potentiel inexploité, tout en restant déconnectés de ses qualités en nous-mêmes. Nous pouvons admirer la confiance d'un ami, mais ne pas développer la nôtre. Nous pouvons être fascinés par la créativité de quelqu'un, tout en négligeant nos propres impulsions artistiques.
Ces projections positives nous privent de notre propre développement tout en créant des attentes irréalistes envers les autres. Jung a découvert que la projection sert de pont entre l'esprit inconscient et conscient. Ce que nous projetons sur les autres représente souvent des aspects de nous-mêmes qui tentent de devenir conscients. Un ami qui nous irrite par son entêtement peut nous montrer notre propre capacité à la détermination. Une personne que nous admirons pour son indépendance peut refléter notre propre besoin d'autonomie. La projection devient un outil diagnostique pour comprendre notre propre développement psychologique. Comprendre la projection change la manière dont nous interprétons les difficultés dans les relations. Au lieu de blâmer immédiatement les autres pour les problèmes ou les conflits, nous pouvons nous demander ce que cette situation peut révéler sur notre dynamique intérieure. Cela ne signifie pas assumer la responsabilité du comportement des autres ou nier les problèmes réels, mais reconnaître que notre perception des autres est toujours filtrée par notre propre lentille psychologique. Reconnaître la projection comme un mécanisme humain universel explique pourquoi Jung était si pessimiste quant à la possibilité de connaître véritablement les autres. Si nous regardons constamment les gens à travers le prisme déformé de notre propre matériel projeté, comment pouvons-nous jamais les rencontrer tels qu'ils sont vraiment? Cette prise de conscience sobre explique pourquoi l'amitié authentique exige non seulement de bonnes intentions, mais aussi un travail psychologique continu pour reconnaître et intégrer notre propre matériel projeté avant que nous puissions espérer voir les autres clairement. Et voici la question lancinante que Jung nous pose. Si tu as passé toute ta vie à regarder les autres à travers le prisme de tes propres projections, les blâmant pour des traits qui vivent en réalité en toi, combien de relations authentiques as-tu vraiment eues? Et encore plus troublant, si tes amis font la même chose, te voyant non pas tel que tu es, mais comme un écran pour leur propre matériel psychologique, qui te voit vraiment? La découverte de Jung sur la projection suggère que la plupart d'entre nous traversent la vie entourés de gens, mais fondamentalement seuls, prisonniers d'un monde de miroirs psychologiques où une connexion humaine authentique reste un rêve insaisissable.